Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, présente Salon ouvert. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Salon ouvert au cœur du 56e Salon international de l'agriculture. Toute la semaine, la rédaction de Public Sénat se mobilise pour vous faire vivre cet événement en direct. On retrouvera d'ailleurs Tam Tranui et Alexandre Poussard. Ils vous font vivre ce salon depuis les allées et ils vont à la rencontre des exposants et aussi du public. On le voit sur ces images toujours plus nombreux. Alors, le Salon de l'agriculture, c'est aussi le passage obligé des politiques. Cet après-midi, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est présent. Je vous propose de l'écouter. Il pourrait sembler paradoxal que le ministre de l'Intérieur soit aux côtés des agriculteurs au Salon international de l'agriculture ici à Paris, mais sachez d'abord que c'est une envie personnelle. Moi, je viens au Salon chaque année depuis longtemps et si je n'étais pas venu, ça m'aurait manqué. Mais aussi, les questions de sécurité, les questions de police de sécurité du quotidien se posent dans le monde agricole et dans les filières agricoles. On a connu des années avec beaucoup de vols de matériel, de tracteurs, de vols de produits phytosanitaires, de vols divers et variés. Et même si on a des chiffres plutôt satisfaisants, avec une baisse de la délinquance dans le monde agricole de près de 5% l'année dernière, il n'empêche qu'on continue à avoir des filières. Et puis le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, était également présent ce matin. Il a lui évoqué la loi Egalim. Je vous propose de l'écouter. On est d'abord venu leur dire que nous sommes soucieux de garantir leurs revenus et que de notre point de vue, la loi Egalim ne va pas assez loin et qu'elle ne permet pas cette régulation qui pourtant est créatrice de valeur et permet au monde rural de continuer à vivre. Ça, c'est le premier sujet. Comment est-ce qu'on fait pour que nos agriculteurs puissent vivre bien de leur métier? Deuxième sujet, c'est évidemment la transition écologique, la façon dont demain on pourra assurer à tous les Français d'avoir dans leur assiette la meilleure qualité possible. Nous allons dans quelques instants rencontrer des producteurs qui sont eux dans l'idée d'amener à des nouveaux comportements alimentaires avec l'idée de consommer moins, de consommer mieux. Et d'avoir là aussi la promotion des circuits courts, la promotion de tout ce qui peut faire en sorte que nous ayons demain une agriculture à la fois durable et de qualité. Voilà, et puis on continue les réactions politiques à ce salon avec Jean Rottner, le président de la région Grand Est. Alors lui, il a été reçu hier par Emmanuel Macron à l'Élysée. Écoutez. Alors je l'ai encouragé moi-même justement à avoir une parole politique forte. Je considère qu'il faut que la force de la République s'exprime aussi à travers la parole du chef de l'État. C'est vrai qu'il a dit des choses extrêmement fortes là aussi sur la nécessité aujourd'hui d'avoir un esprit différent dans les manifestations des Gilets jaunes. On a le droit de manifester, c'est normal. Casser, humilier, injurier, porter des propos antisémites comme on le voit de manière régulière. Je crois que ça c'est complètement anormal, on ne peut être que d'accord avec lui sur ce point. Et c'est un message là aussi qui est fort, mais qui considère, et il nous l'a dit, que les Gilets jaunes est un mouvement social dont il faut tenir compte, dont il faut tirer les conclusions. À travers le grand débat, il le fera. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas perdre de temps là aussi dans les décisions que nous devions prendre ensemble. Voilà pour cette page politique. On s'intéresse à présent à un dossier brûlant puisqu'il concerne le glyphosate, une agriculture sans pesticides. Est-ce possible? C'est la question que l'on va poser à mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Joël Labbé. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur écologiste du Morbihan, rattaché au Sénat au groupe RDSE. Également avec nous, Florent Gull. Bonjour, vous êtes le directeur de l'agence du bio. Vous allez justement nous dire si c'est possible de se passer des pesticides dans un instant. Emmanuel Ducrot est également avec nous. Bonjour, vous êtes journaliste à l'Opinion, vous êtes en charge de ces questions d'agriculture et ces questions agricoles. Bienvenue à vous. J'accueille également Laure Darcos. Bonjour, vous êtes sénatrice LR de l'Essonne. Vincent Guyot est également avec nous. Bonjour, vous êtes céréalier betteravier dans l'Aisne. C'est une exploitation familiale. Vous allez nous éclairer sur vos pratiques. Et puis Hervé Lapie est également avec nous. Bonjour, vous êtes éleveur de porc, président départemental de la FNSEA dans la Marne. Bienvenue à vous. Joël Labbé, on voit aujourd'hui, je le disais, ce sujet
ultra sensible. Comment on en est arrivé finalement à ces polémiques à répétition sur cette question du glyphosate? Bien, pour nous, ça fait longtemps qu'on dénonce cette situation de chute gravissime et alarmante de la biodiversité, d'une part, mais d'autre part, la situation des agriculteurs, pratiquement une majorité des agriculteurs qui sont en situation extrêmement délicate et qui sont, par rapport à ce qui est mis en avant dans ce salon, qui sont quelque part à des années-lumière de tout cela, robotisation, numérique, tout ce qui nous est présenté comme l'agriculture de demain. Pour nous, ce n'est pas les vraies réponses, qu'il s'agit de revenir justement à une agriculture respectueuse des équilibres tout en étant moderne, évidemment, et une agriculture qui soit en lien avec les équilibres naturels et non pas contre, ce qui est le cas avec les pesticides et notamment le glyphosate, qui font qu'on arrive à des déséquilibres, qu'on arrive à 80%. Il y a une étude qui a été menée en Allemagne sur les terres agricoles, même au-delà des terres agricoles, 80% de la disparition des insectes ailés. Et on va maintenant, dans une centaine d'années, si on continuait comme ça, à la fin de toute la biodiversité des insectes, ce qui veut dire c'est l'espèce humaine qui est en danger. Alors, on en connaît les causes, mais on en connaît aussi les solutions. Et l'agriculture nouvelle doit donner ces solutions. Alors non pas, à mon avis, des solutions d'apprentis sorciers quelque part, oui. Revenir au bon sens de travail en lien avec la terre et la terre vivante. Oui, on va y venir à ces solutions, Hervé Lapie. Il y a quand même une prise de conscience du danger que peuvent représenter ces pesticides, à la fois de la part des consommateurs, mais aussi des agriculteurs eux-mêmes, souvent les premières victimes. Ouais, je crois que la prise de conscience, il y a longtemps que les agriculteurs sont dans une démarche de progrès et d'innovation. Et ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner ce projet. Mais ce projet avec nos consommateurs, les concitoyens, les projets avec les agriculteurs, mais aussi réinscrire le projet agricole dans un environnement économique un peu stable, et notamment autour d'un projet européen plutôt, je dirais, à normes équivalentes au niveau sanitaire et environnemental au niveau de l'Europe. Et je crois qu'il y a beaucoup de distorsions de concurrence qui sont en train de se créer à l'intérieur de l'Europe, donc c'est l'idée de repartager un vrai projet agricole européen pour qu'on remette les consommateurs, mais aussi les producteurs à égalité de chance à l'échelle de ce territoire européen, donc c'est un enjeu pour nous important. Emmanuel Ducrot, on sait que le gouvernement a voulu aller plus loin, plus vite finalement que l'Union européenne, avant peut-être de rétropédaler justement. Je pense que le gouvernement a dû en revenir à un principe de réalité sur le glyphosate. Je pense que la décision de sortir plus tôt que l'Europe, qui n'a même pas décidé d'en sortir, elle a reconduit le glyphosate pour 5 ans, ça ne veut pas dire qu'il sera arrêté dans 5 ans. Elle s'est un peu laissée piéger, je pense, au moment où la décision a été prise par le besoin de garder Nicolas Hulot dans le gouvernement, et c'était clairement des gages qui lui étaient donnés. Ça ne s'est pas, je pense, accompagné d'une vraie discussion avec le monde agricole, avec une vraie évaluation des utilisations du glyphosate, avec une évaluation notamment des pratiques où il est dispensable, des pratiques où il est encore nécessaire, et je dis encore parce que il est évident qu'on est sur une trajectoire de diminution des pesticides. C'est le sens de l'histoire. D'ailleurs, on a diminué considérablement le nombre des molécules qui sont utilisées dans l'agriculture d'aujourd'hui. C'est 400 molécules aujourd'hui, c'était 1 millier il y a 10 ans. Donc en fait, on est dans cette trajectoire-là. Le temps de l'agriculture est un temps qui est différent de celui du temps politique, et on s'est là calqué sur le temps politique et ça ne fonctionne pas sur le terrain. Le rétropédalage, c'est peut-être juste un principe de réalité. Principe de réalité, Laure Darcos, vous êtes d'accord? Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites. Parce qu'en effet, nous on a été choqués en fait qu'on tergiverse sur cette date limite en fait entre 2022 et 2020. Ça défavoriserait énormément les agriculteurs français si on devait ne plus l'appliquer dès 2020 ou le 2022. Et moi surtout d'une manière générale, bon je suis dans l'Essonne et ça peut paraître bizarre parce que souvent ça n'est pas forcément la vision qu'on a de mon département. J'ai près de 70% de terres rurales et je vois des agriculteurs continuer à utiliser, comme vous dites, le glyphosate à une juste mesure, hein, notamment pour l'agriculture de conservation des sols. On sait que c'est actuellement le meilleur moyen pour le faire. Et surtout, j'aimerais vraiment aujourd'hui lancer un appel d'arrêter de stipendier systématiquement les agriculteurs. J'étais extrêmement choquée par un site qui s'appelle glyphosate.gouv.fr
où on dénonçait d'une certaine manière les agriculteurs qui ne continuaient à utiliser du glyphosate. Ça me rappelle un peu trop Balance ton maire, vous voyez, qu'on a eu nous aussi chez les politiques quand il fallait dénoncer des maires qui augmentaient leurs impôts locaux. Je pense honnêtement, on a pendant des années dit aux agriculteurs qu'il fallait utiliser le glyphosate parce que c'était en remplacement d'un autre. Ils seront les premiers à vouloir utiliser autre chose si on leur propose quelque chose d'amélioré. Donc arrêtons, je suis d'accord avec mon voisin, de toute façon ça va dans le sens de l'histoire, on utilise de moins en moins et donc je pense qu'il faut surtout le faire les agriculteurs et être plus modérés dans les anti et les archi-pour. Vincent Guyot, quelle est votre position et quelles sont vos pratiques? Je le rappelais en ce début d'émission. Donc moi je suis agriculteur, je me suis installé en 2001 et dès mon installation j'ai fait le choix librement de revendre ma charrue et de passer dans une technique en non-labour. Donc à ce moment-là, je savais que mon système de culture serait dépendant du glyphosate parce que je dois utiliser du glyphosate pour détruire les mauvaises herbes avant de pouvoir y implanter une nouvelle culture. Donc aujourd'hui, le glyphosate, il est indispensable à ce que je maintienne mon système de culture tel que je l'ai choisi librement. Et donc pour moi, je suis dans la totale incompréhension par rapport aux choix politiques qui sont faits par rapport à cette molécule-là, surtout quand on regarde les avis scientifiques qui sont diffusés sur cette molécule-là, on ne comprend pas du tout pourquoi demain on veut nous l'interdire. Est-ce que vous avez peur pour vous en tant qu'utilisateur justement par rapport à la dangerosité, on l'évoquait, du glyphosate? Aujourd'hui, j'ai beau aller sur le site glyphosate.gouv.fr pour trouver des alternatives crédibles à mon système de culture. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autre que de pénaliser très fortement ma technique culturelle au niveau économique et écologique. Parce qu'aujourd'hui, les seules alternatives qu'on me propose, c'est d'utiliser plus de carbone à travers du carburant, des heures de tracteur, des pièces d'usure pour mon matériel. Et donc, inévitablement, quand je fais la balance bénéfice-risque de la suppression du glyphosate sur mon exploitation, il sera très 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 défavorable à ma production sur mon exploitation. Avant de vous donner la parole, on voit le Premier ministre Édouard Philippe qui passe son 3e jour sur ce salon international de l'agriculture. Édouard Philippe qui continue à sa déambulation à la rencontre de tous les exposants ici. Florent Gull, on voit à travers l'exemple de Vincent Guyot, difficile de s'en passer de ce glyphosate. Alors c'est vrai qu'on voit aujourd'hui une sacrée évolution. On a beaucoup d'agriculteurs qui s'en passent, en particulier les agriculteurs qui sont en agriculture biologique. On n'a jamais eu autant d'engouement de la part des agriculteurs vers ce mode de culture. Je rappelle quand même que depuis 3 ans, si on fait la somme des 3 années de conversion, on a pratiquement 20 000 nouveaux agriculteurs biologiques. On va bientôt avoir 10% des agriculteurs français. On est en train de devenir le pays leader en Europe sur ce mode de production. Donc oui, on peut s'en passer, ça crée une dynamique. Ça permet de montrer des techniques qui fonctionnent. Et d'ailleurs, au passage, ça permet après à des agriculteurs qui sont, comme on dit, en conventionnel, donc qui ne sont pas en bio, des techniques qui permettent effectivement de se passer de l'ensemble des produits phytosanitaires. Et ça, je crois que c'est primordial de dire que ça fonctionne et qu'on a une agriculture qui est leader aujourd'hui et qui va permettre d'aboutir à cet objectif qu'on a tous de se passer de ces produits. Il n'y a pas d'alternative. Hervé Lapie, vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'alternative? Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'alternative. On y travaille dans le contrat de solution qu'on a signé avec le ministre de l'Agriculture lundi soir. C'est 43 partenaires de la profession agricole, mais aussi de la génétique, du machinisme, pour trouver les solutions, puis accompagner dans une transition écologique acceptable pour les agriculteurs. Et effectivement, je pense qu'à 3 ans, on a notre président de la République qui a reconnu qu'on allait avoir certains agriculteurs qui allaient être dans une impasse. Et je crois que nous, notre souhait, à notre niveau, notamment la FNSEA, c'est qu'il y a des marchés différents et il y a des producteurs et il y a des productions différentes. Et il faut répondre à l'ensemble des marchés. Le marché de l'agriculture biologique, du circuit court, de l'agro-industrie et de l'exportation. Et il ne faut surtout pas opposer les agricultures et notamment les agriculteurs entre eux. Je crois qu'on a une force phénoménale en France, c'est cette vitrine qu'on est en train de montrer pendant 8 jours au Salon de l'agriculture sur la diversité et la durabilité de l'agriculture française. Donc soyons optimistes et envoyons des messages aussi de confiance aux consommateurs et de se dire que les agriculteurs, ce sont des gens qui sont dans le progrès, dans l'innovation. Mais comme l'a dit Mme Ducrot, c'est que le pas de temps de l'agriculture n'est pas non plus le pas de temps politique. Et donc il faut nous laisser le temps d'évoluer et de progresser. Et je pense que quand vous regardez la profession agricole, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont commencé avec des chevaux, avec des charrues tractées par l'animal. Aujourd'hui, on gère nos parcelles, certes, effectivement, avec l'évolution.
mais c'est le numérique, c'est le data peut-être demain qui va faire aussi progresser l'agriculture. Donc n'ayons pas peur du progrès de l'innovation, mais sachons l'expliquer à nos consommateurs. Je crois que notre enjeu aujourd'hui à la profession agricole, nous sommes plus que 2% de la population, c'est d'ouvrir nos fermes et expliquer aux consommateurs ce qu'on fait et revenir à de la proximité. Et je crois que ça c'est indispensable et on l'a bien compris à la FNSEA dans le réseau des fermes ouvertes. Ouais, on va continuer ce débat, mais vous le savez, c'est le principe de cette émission. On retrouve Tam Tranui en direct du Hall 1. Elle nous fait vivre justement ce salon de l'agriculture. C'est à vous, Tam. Oui Delphine, je suis à 2 mètres du Premier ministre qui est non loin de moi, mais nous allons parler d'une autre célébrité de ce salon. Il s'agit de cette petite vache. On va en parler avec Arnaud Boucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à la maison familiale rurale de la Péruse, c'est en Charente. Dites-moi comment cette vache peut parfois remplacer des pesticides. Alors remplacer les pesticides, peut-être pas jusque-là, mais au moins elle aide à mieux gérer des zones difficiles et des zones où on aurait pu utiliser certains produits. Et là, de par des nouvelles méthodes plutôt agroécologiques, plus tournées sur la gestion d'écosystèmes, la gestion de l'éco-pâturage. C'est une vache, la bretonne pinoire, qui est une des vaches les plus petites de France. Et donc du coup ne va pas abîmer les sols de par son poids et de par sa petite taille, et du coup va accéder à des zones difficiles, et notamment pour l'entretenir. Donc elle joue un rôle complet dans la gestion de l'éco-pâturage et du pâturage et du paysage. On parle de certaines prairies, on parle de zones Natura 2000. Est-ce que cette vache est beaucoup utilisée en France? Alors beaucoup utilisée... de cette façon-là, je veux dire. De cette façon-là, oui. Alors c'est pas sa première fonction, mais il y a des éleveurs qui l'utilisent pour ce système-là, dans des systèmes extensifs, dans des systèmes d'agriculture biologique notamment, où l'utilisation de pesticides est proscrite. Voilà. On va parler un petit peu également de vos élèves Léa et Arthur. Vous vous occupez souvent, c'est la vache de votre enseignant Lovely. Alors quel est son caractère et est-ce que vous l'utilisez souvent? Très curieuse Lovely. Et de quelle façon? C'est une vache qui est quand même relativement gentille. On arrive facilement à s'en occuper au quotidien, quoi. D'où vous vient la volonté de devenir agriculteur, Arthur? De les grands-parents, de la famille et surtout de la passion pour le métier et pour les animaux. Passion pour les animaux, est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de critiques qui sont faites à l'agriculture, notamment sur la question des pesticides? Est-ce que ce type de vache, ça peut être un début de solution, par exemple, dans ce contexte? Ah oui, c'est sûr, mais après ça reste à regarder. On en développera au fur et à mesure des années, c'est encore qu'un test. Oui, ce n'est encore qu'une expérimentation. Est-ce que vous êtes aussi sensible aux questions environnementales? Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel vous êtes particulièrement sensibilisée, Léa? Oui, parce que c'est quand même notre avenir et à l'école, on nous y apprend aussi énormément. On a des nouvelles matières justement qui touchent à ça pour préserver notre agriculture de demain. Oui, l'agroécologie aujourd'hui fait partie des enseignements. Arnaud Boucher, quelles sont les matières étudiées dans votre maison familiale rurale? Donc, comme ces jeunes sont en formation en bac pro, CGEA, donc conduite et gestion d'une entreprise agricole. Et ce bac pro a été réformé récemment pour introduire justement toutes ces nouvelles méthodes de production, tout simplement, pour produire autrement. Et notamment, cet aspect agroécologique a pris une part importante dans les matières étudiées chez nous. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à mes questions. À côté de Lovely, vous le voyez, cette très mignonne vache, cette bretonne pinoire qui peut parfois remplacer certains pesticides. Merci beaucoup Tam, Joël Labbé. C'est une belle illustration des leviers qui existent, des solutions alternatives aux pesticides. Oui, absolument, elles existent. Et je trouve que ça devient toujours agaçant de dire non, il n'y a pas de solution alternative. Les solutions alternatives, elles existent, elles sont pratiquées depuis longtemps et elles sont maintenant en train de se développer véritablement, notamment autour de l'agriculture biologique qui justement travaille avec ces équilibres écosystémiques et c'est dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de la santé des paysans et de leur santé, de la santé publique, de la biodiversité, des pollinisateurs, de la qualité de l'eau, de la qualité des sols, du climat. Tout y est. J'ai volontairement commencé tout à l'heure sur la question de l'impact sur la biodiversité. Personne autour de la table ne peut nier le fait qu'on est en situation
alarmante par rapport à la biodiversité. Si on parle seulement du glyphosate pour lequel il n'y aurait pas d'alternative, le glyphosate c'est un désherbant total. Tout ce qui est plante est brûlé par le glyphosate. Il y a une telle interaction entre la faune et la flore du sol qu'évidemment la faune du sol est touchée, la microfaune, les insectes, de ce fait les oiseaux. Je crois que c'est de l'ordre de 17% des oiseaux qui ont aussi disparu ces dernières années. Autant de choses qui sont alarmantes pour tout le monde. Pour moi, il ne s'agit pas de les montrer du doigt. Maintenant, il s'agit d'être lucide et se dire ensemble comment on fait. Les solutions existent. Par contre, ça suppose de remettre un modèle en question. Et j'ai comme l'impression que globalement, on n'est pas mûr pour cette remise en question. Et ça, c'est dommage parce qu'il le faudra véritablement. La question, alors monsieur pourra en parler puisqu'il le pratique, la question de la polyculture élevage sur les territoires. Il faut véritablement qu'on y revienne. La question du lien entre l'agriculture et l'alimentation sur les territoires, avec les projets alimentaires territoriaux, qui mériteraient véritablement d'être boostés politiquement, parce qu'il y a plein d'avenir là-dedans. On nous dit on est un grand pays exportateur, il faut qu'on le reste. À quel prix, selon quelle concurrence? Il faut d'abord qu'on vise à notre souveraineté alimentaire. En France comme en Europe, on a les moyens, ça veut dire relocalisation de cette alimentation. Oui, on fait réagir Emmanuel Ducrot, si vous voulez bien, et je vous redonnerai la parole après. Ouais, c'est parce que j'ai parlé trop. Allez-y, on va comme ça tout le monde peut s'exprimer, comme on est assez nombreux. Allez-y. Je crois qu'il faut aussi recadrer un peu le débat agricole, si je peux me permettre d'essayer de le faire. Ce débat sur les pesticides et sur le bio repose sur un double malentendu. Le premier malentendu, c'est qu'avec les produits issus de l'agriculture conventionnelle, on s'empoisonnerait. Ça, il faut arrêter de raconter ces salades au public, c'est faux. Les produits conventionnels en France sont les plus normés au monde. On a l'agriculture la plus vertueuse et la plus sûre au monde. Ça n'est pas moi qui le dis, il y a des études qui le démontrent, notamment l'étude de The Economist qui est passée relativement inaperçue en décembre et qui dit que la France a l'agriculture la plus vertueuse du monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès à faire, mais ça veut dire que cette agriculture, elle n'empoisonne pas les gens. Et les gens n'arrêteraient pas de s'empoisonner en mangeant du bio, c'est faux. La deuxième fausse idée, à mon avis, et le deuxième malentendu, c'est que le bio serait la solution à tous nos problèmes agricoles. Ça n'est pas non plus, à mon avis, une idée qu'il faut défendre. Oui, le bio se développe, oui, il y a une demande, mais le bio, c'est aussi des traitements. Il faut le savoir. Il y a du sulfate de cuivre, il y a aussi des pesticides. Alors, on dit qu'ils sont naturels, ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents. Ça, c'est la première chose. Et puis, le bio, pour les agriculteurs, c'est aussi une énorme prise de risque. Ça veut dire que des années, on n'a pas de culture, parce que le bio, c'est une obligation de moyens et pas de résultats. Ça veut dire que quand les agriculteurs s'engagent dans cette voie, il faut les accompagner par des mécanismes d'assurance. Le salut de l'agriculture française ne passera pas forcément par le bio, il passera peut-être par des solutions intermédiaires en améliorant aussi les pratiques conventionnelles. Laurent Gull. Oui, alors je crois que sur le cuivre, il faut définitivement tordre le cou à ce genre d'ineptie. Le cuivre aujourd'hui, il est utilisé à 90% en agriculture conventionnelle selon les derniers chiffres qui ont été publiés officiellement en France. Donc ramener tout le temps en fait de dire oui l'agriculture biologique, attention il y a du cuivre. Non, le cuivre il est utilisé en agriculture conventionnelle, c'est le sulfate de cuivre, c'est la bouillie bordelaise qu'on connaît depuis longtemps. Sauf qu'en conventionnel, on va utiliser effectivement ce produit cuivré et tous les autres produits phytosanitaires dont on parle aujourd'hui. Donc je crois qu'on doit vraiment restituer les choses proprement. C'est ça le débat. On est bien effectivement sur la question de dire vers quoi on va, vers quel modèle on va, comment on accompagne effectivement les agriculteurs. Quand on dit on a une agriculture aujourd'hui française qui est très performante, oui tout à fait, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on a de fait une dynamique de passage en bio qu'on n'aurait pas dans plein d'autres pays parce que, à de rares exceptions près, on est dans une production, une des exceptions malheureusement c'est sur la viande de porc aujourd'hui où on a un mal de fou à passer en bio, mais sur les autres filières, on a des candidats au passage en bio, mais extrêmement nombreux. Encore une fois, je rappelais les chiffres tout à l'heure. On est en train de devenir le premier pays bio d'Europe en termes de surface, en termes de nombre de fermes, alors qu'on est le premier pays agricole européen. Donc on va montrer la voie, continuons là-dessus et ne laissons pas effectivement pourrir le débat par des affirmations qui sont complètement fausses. Si après on revient sur la question des solutions, puisque tout à l'heure vous en parliez, les téléspectateurs ne le voient pas, mais on est juste à côté du stand de l'INRA qui a proposé dès le débat sur le glyphosate il y a 1 an et demi, effectivement un rapport très complet sur où est-ce qu'il y a des solutions, où est-ce qu'il y a des impasses. Il y a très peu d'impasses. Moi, j'en pense à une qui est très intéressante, puisqu'on parle des aspects écologiques. On dit qu'il faut avoir une dynamique globale, je crois que vous le disiez tout à l'heure, et c'est très juste.
Il y a l'exemple, par exemple, des personnes qui font du maraîchage, de l'arboriculture. C'est un exemple que je trouve encore plus intéressant. On dit, il y a des gens qui font de l'arbo et qui ont eu la bonne idée de réduire l'utilisation d'eau en faisant du goutte à goutte. Aujourd'hui, si ces terres-là, on les utilisait en désherbage chimique et qu'on veut passer à du désherbage mécanique, qu'est-ce qu'on va faire? On va être embêté parce que le goutte à goutte, évidemment, il ne va pas être praticable en même temps. On va avoir des engins qui ne vont pas pouvoir passer. Donc il faut remonter cette irrigation en hauteur et donc, malheureusement, refaire des investissements sur un verger éventuellement où on a investi récemment. Donc il y a besoin d'accompagnement, y compris financier, de la part des collectivités. Beaucoup sont engagés aujourd'hui pour trouver des vraies solutions et aller relativement vite parce qu'on sait aller vite. C'est bien ce que dit le rapport d'INRA. Il dit on est capable, dans la plupart des cas, de passer à une alternative très courte qui ne soit pas une autre molécule. Alors on parlait des hésitations du gouvernement. Alexandre Poussard, vous êtes avec Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de François de Rugy, le ministre en charge de la transition écologique et solidaire. Est-ce qu'elle peut nous fixer de nouveaux objectifs? C'est à vous, Alexandre. Oui, Emmanuel Vargon, est-ce que l'objectif de 2021 de sortie totale du glyphosate sera tenu? Alors comme vous le savez, le gouvernement est volontariste et ambitieux sur la sortie du glyphosate et aussi sur les pesticides. Et donc je reviens en arrière 5 minutes, mais parce que je pense que c'est important. C'est la France qui s'est battue pour réautoriser uniquement pour 5 ans, au plan communautaire pour le glyphosate. Et on a dit, nous, notre objectif, c'est de sortir en 3 ans. Après, notre objectif, c'est de sortir en 3 ans avec des solutions. Donc ce qui est important, c'est la dynamique, la capacité à accompagner les filières une par une pour trouver des alternatives. Et si finalement c'est plutôt 2022 ou si c'est 2021 pour 80% des filières et qu'on a certaines filières qui n'ont pas encore la solution, l'important c'est le résultat à long terme. C'est comment est-ce qu'on accompagne cette transition. Donc ce n'est pas un totem 2021, c'est une ambition. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a demandé une nouvelle étude pour contrôler la dangerosité du glyphosate. Est-ce que ça crée un doute sur sa dangerosité? Je crois que la question qui nous est posée, même au-delà du glyphosate, c'est une agriculture avec moins de pesticides, une agriculture avec moins d'intrants chimiques, une agriculture qui préserve mieux les sols et une agriculture qui répond aussi à des pratiques alimentaires plus saines pour la santé et saine pour la planète. Et c'est vraiment cette transition agricole que porte Didier Guillaume aussi, c'est ce qu'il appelle l'agroécologie, que nous avons à faire tous ensemble. Là, moi, ça fait 2 heures que je suis au salon, je ne rencontre que des agriculteurs qui parlent de transition, qui parlent de nouvelles pratiques, qui parlent de systèmes vertueux, et le ministère de la Transition écologique qui contribue aussi, notamment avec les énergies renouvelables. Donc au-delà du glyphosate lui-même, qui bien sûr est un symbole, ce sont toutes les pratiques qui, je pense, entament une espèce de révolution, une révolution lente, mais une révolution dans laquelle les agriculteurs sont le principal moteur. Et justement, pour cette révolution, cette conversion écologique de l'agriculture, la recherche, les agriculteurs ont besoin de moyens d'accompagnement? Alors bien sûr, c'est la recherche qui doit être là pour les accompagner. Ce sont aussi des financements complémentaires. C'est pour ça que les énergies renouvelables, c'est intéressant. Là, on parlait méthanisation, on parlait photovoltaïque. Comment est-ce que ces énergies peuvent apporter un complément de revenus aux agriculteurs? Ce sont aussi les fermes défis qui sont des exemples de pratiques. En fait, c'est toute une communauté, c'est l'enseignement agricole, c'est toute cette communauté qui se met en mouvement. Face aux critiques sur les pesticides, certains agriculteurs se sentent un peu dénigrés. Est-ce qu'il y a aussi un risque d'agribashing? Je crois qu'on est très attentif à ça. Parce que l'idée, ça n'est pas de pointer du doigt les agriculteurs, l'idée c'est de les accompagner dans une transition. On sort d'un modèle qui est accessoirement un modèle qui a permis de nourrir la France et la planète, donc c'est pas un modèle, c'est un modèle qui avait du sens. Maintenant ce modèle est périmé, il faut inventer le nouveau modèle et c'est pas en pointant du doigt les agriculteurs qu'on va le faire, c'est avec eux. Très bien, un travail tous ensemble. Exactement. Merci Emmanuel Vargon d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre Poussard. Laure Darcos, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, écoutez, je suis contente d'être là et d'entendre un membre du gouvernement dire exactement ce que je pense et j'allais dire. Mon collègue Joël Labbé, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il nous a quand même tous ouvert les yeux sur la survie des abeilles. Et c'est vrai que on ne s'en moquait pas du tout quand vous l'avez expliqué, chers collègues. C'était très important dans le système de biodiversité. Mais vous ne pouvez pas opposer agriculteurs et biodiversité. Au contraire, je pense que les plus grands écologistes actuellement, ce sont les agriculteurs. Et quand on parle d'agroécologie, c'est exactement ça. Je parlais tout à l'heure de l'agriculture de conservation des sols, où on utilise encore le glyphosate, mais
en effet, d'autres procédés, comme la méthanisation et autres, sont les jeunes agriculteurs et moins jeunes, mais sont poussés vers ces nouveaux systèmes. Et je pense qu'au lieu d'opposer les uns aux autres, en effet, on va trouver des solutions. En effet, peut-être qu'on trouvera quelque chose qui sera moins cher. Mais tout ne sera pas bio. D'abord parce que ça coûte trop cher, parce qu'en effet, il y a ces temps de latence où malheureusement on ne peut pas cultiver. Ça coûte cher aussi aux consommateurs. Il ne faut pas oublier que dans la loi Egalim, on essaye aussi de payer plus ces agriculteurs, mais qu'à l'achat pour les consommateurs, pour qu'ils puissent manger mieux, plus frais, plus vrai, ça soit moins cher aussi. On est dans le problème de pouvoir d'achat, dans le grand débat national. Tout ça fait que le bio ne va pas répondre à toutes les questions. Enfin, moi, c'est peut-être un cliché, mais j'ai quand même ce cliché de dire que le bio est plus cher. Et donc, je vais plutôt vers du naturel. Et honnêtement, la biodiversité, je pense que s'il y a bien des personnes qui l'appliquent, ce sont les agriculteurs. Ouais. Alors Vincent Guyot et ensuite je vous donne la parole. Je voulais réagir sur les alternatives. Aujourd'hui, les alternatives aux pesticides, elles doivent d'abord être évaluées à tous les niveaux, au niveau technique, donc la faisabilité de la chose, au niveau environnemental, au niveau économique, avant toute interdiction. Parce qu'on nous a interdit un enrobage de semences pour les betteraves à l'automne dernier, soi-disant pour protéger les abeilles, et finalement, après coup, on va se rendre compte que ce qu'on va faire après, ce sera peut-être pire que ce qu'on aurait fait en le gardant. Et donc voilà, pour le glyphosate, c'est pareil, je suis d'accord avec monsieur, il y a peut-être des alternatives qui existent aujourd'hui, mais quel est leur coût environnemental, technique? Est-ce que c'est faisable partout? Et est-ce qu'on ne va pas faire pire après que ce qu'on fait aujourd'hui avec des petites quantités? Parce que je pense que ce qui est très important, c'est la reconnaissance de notre métier et de notre professionnalisme. Aujourd'hui, j'utilise des produits phytosanitaires, je ne le fais pas par plaisir, je le fais par nécessité. Ce sont des outils de production pour assurer la quantité et la qualité de ce que je produis sur la ferme. Et donc, tout ça, ça doit être évalué avant de les interdire. Oui. Une réaction, Hervé Lapie. Non, la réaction, je pense que par rapport à la biodiversité, alors moi je suis acteur, je suis très engagé, je suis président d'une association environnementale qui s'appelle Symbiose pour des paysages de biodiversité qu'on a créée en mars 2012 en Champagne-Ardenne. Et l'idée c'est la mise en place des trames vertes et considérer l'agriculteur comme une solution, comme le viticulteur chez nous. Et on travaille avec les pays, les communautés de communes, mais aussi les maires, les présidents d'associations foncières pour constituer ces trames vertes. Et on est en train de réfléchir à la relation depuis 5 ans, agriculture-apiculture. Et dans une grande région comme la Champagne-Ardenne, eh bien aujourd'hui on a trouvé la solution parce qu'on sait que les apiculteurs qu'on a, qu'ils soient du monde amateur ou du monde professionnel, on s'est rencontrés, on a créé l'association et donc mon vice-président c'est un apiculteur. Et j'ai compris ses problèmes et il a compris mes problèmes. Et donc à partir de là, du dialogue, eh bien on a trouvé les solutions. Et les solutions c'est la formation de nos apiculteurs, mais c'est aussi la protection de leurs ruches. Comme moi je suis éleveur de porc, je protège mon élevage, des éléments autour de moi qui peuvent me perturber. Et je crois que le vrai enjeu, c'est la ressource mellifère, le bol alimentaire de l'abeille, mais aussi du cierge, du carabe et toutes les auxiliaires des cultures. Et à partir de ce moment-là, on a compris les choses et on a mis en place les projets. Et aujourd'hui, les apiculteurs en Champagne-Ardenne sont plutôt très contents, malgré qu'on soit une grande région productrice et qui produisent aussi des céréales, de la betterave, de la luzerne, du colza. Et à partir de ce moment-là, eh ben, quand je vous l'explique depuis tout à l'heure, je crois que c'est quand on est en projet qu'on trouve les solutions. Et c'est bien le fil conducteur qu'on doit trouver dans nos territoires, c'est le projet, et il y a toujours une solution à un problème. Donc n'opposons pas les gens, et que ce soit les agriculteurs entre eux, mais surtout la société et les ONG. Hervé Lapie, justement, Florent Gull nous disait que la recherche scientifique travaille à des alternatives. Vous voyez ce reportage de Michael Spitzberg, qui s'est rendu justement au centre de l'INRA, juste à côté de ce plateau, pour faire un point justement sur l'avancée en matière de recherche scientifique. Regardez. Dans cette fiole, un concentré de maïs, l'odeur qui attire la pyrale. Cette société l'a synthétisé afin d'attirer et de piéger ce parasite du maïs pour préserver la céréale, sans recours à la chimie. On reproduit un processus naturel et on se dispense complètement de produits chimiques pour protéger le maïs contre cet insecte, et donc on n'utilise pas d'insecticides. Trouver des alternatives aux produits phytosanitaires nocifs pour la santé et l'environnement, c'est ce que cherchent les ingénieurs en agronomie. Et pas qu'en laboratoire. Exemple avec ce verger. À chaque cercle concentrique, son arbre fruitier qui agit comme un bouclier pour les autres. Par exemple, là, on a une grosse barrière qui va limiter l'accès à la parcelle, par exemple pour des pucerons. Et puis les pucerons qui vont avoir pu franchir cette barrière, ils vont se retrouver là sur une variété qui est peu sensible, donc où ils vont se retrouver comme piégés.
Ensuite, plus on va aller vers l'intérieur, on va changer d'espèces fruitières. Et ce mélange, cette diversité d'espèces fruitières va faire en sorte que ça va être très difficile pour tous ces ravageurs qui ont pu réussir à rentrer sur la parcelle de s'implanter et de continuer à s'y développer, à se disperser. Une culture sans chimie qui s'enseigne notamment en lycée agricole. Maintenant on n'utilise plus de glyphosate, mais on est revenu par exemple au labour, des choses comme ça. On remplace de plus en plus la chimie par de la mécanique. Un exemple tout simple, pour désherber chimiquement un hectare de maïs, il faut à peu près un quart d'heure. Si vous le faites mécaniquement, il faut 3 heures, si vous faites 3 binages à peu près. Donc en termes de main-d'œuvre, c'est pas tout à fait le même travail. Voilà, c'est surtout ça le frein. Moins de chimie, plus de main-d'œuvre, un équilibre économique à réinventer. Joël Labbé, on voit que c'est une course contre la montre. Pour l'INRA, il existe des solutions innovantes. On parlait des techniques de régulation biologique notamment, ou encore des machines intelligentes qui peuvent aider les agriculteurs à se passer de pesticides. Oui, alors sur la recherche par rapport à l'agriculture biologique, j'ai envie de dire enfin, parce que jusqu'à l'année dernière, c'était seulement 10% du budget de l'INRA qui était consacré à la recherche sur l'agriculture biologique. Pourquoi on en est là? Pourquoi ils se pressent? Parce qu'ils n'ont plus le choix non plus, parce qu'on a annoncé qu'on allait sortir du glyphosate. C'est que comme cela, dès l'instant qu'on admet, si on n'admet pas autour de la table qu'il y a un vrai problème concernant la biodiversité, c'est plus la peine de discuter. Et on se rend compte d'ailleurs dans les débats, c'est souvent le pot de terre contre le pot de fer. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message d'une agricultrice la semaine dernière et qui me dit « Je crois que nous allons finir par créer deux mondes. Ici, on ne veut pas du nôtre, mais nous, on ne veut pas du leur. » C'est se dire à quel point certains sont sur une attitude défensive et de dire « Laissez-nous aussi travailler, mais par contre, donnez-nous les moyens de travailler. » On a évoqué la question économique tout à l'heure. On a travaillé avec un groupe pour une autre PAC, une plateforme, sur la question des paiements pour services environnementaux. Parce que ces services-là, apportés par les agriculteurs vertueux, doivent être reconnus et payés. Pas subventionnés comme ça, véritablement payés comme des services. Et là, on le rééquilibrera et on fera en sorte que l'agriculture et tout l'ensemble de l'agriculture redeviennent vertueuses. Il ne s'agit pas du jour au lendemain, mais il s'agit quand même d'amorcer le virage. Par contre, ce n'est pas en niant que l'on va avancer. Alors vous parlez aussi des progrès techniques, robotiques et tout. Là encore, on va continuer à pousser les agriculteurs à s'endetter, à agrandir les exploitations. Il y a d'autres solutions. À propos du nombre d'exploitants, j'ai appris que c'est 5000 exploitants, 5000 exploitations qui ont disparu sur 2018. Les pesticides coûtent cher aussi, Joël Labbé. Pardon? Les pesticides aussi coûtent cher. Les pesticides coûtent cher également. Alors, effectivement, j'en reviens sur les paiements pour services environnementaux. Si on les admet, si on se défend pour ça au niveau de l'Europe, c'est l'ensemble de l'agriculture européenne qui devient agriculture et alimentation liées en vue de notre souveraineté alimentaire européenne. Emmanuel Ducrot. Je trouve que ce travail qui est en train de naître sur le service rendu est une bonne idée, notamment pour ce qui concerne le CO2. C'est un sujet qui est émergent en ce moment. On commence à se dire que les agriculteurs, en changeant leur méthode de travail pour certains, peuvent piéger du CO2 dans la terre. On est en train de développer des usines pour le faire alors qu'on a les ressources naturelles pour le faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler sur la PAC. Je voudrais revenir sur le fait d'opposer les agricultures. Le message que je souhaiterais faire passer, ça fait 4 ans que je travaille sur les questions agricoles et je les regarde avec un œil neuf puisque je suis une journaliste assez jeune sur ce secteur, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution unique. Et nous, en tant que consommateurs, nous avons le devoir d'accepter que ce soit compliqué et qu'il n'y ait pas des réponses simples à nos questions. L'agriculture traditionnelle, disons conventionnelle, a des problèmes. Souvent, elle érode les sols parce qu'on laboure. C'est la même chose pour l'agriculture biologique. On laboure les sols et on les détruit. On perd 1,5 tonne d'hectare, 1,5 tonne de terre à l'hectare chaque année. En agriculture biologique, en agriculture conventionnelle, à partir du moment où on laboure. Ça, c'est une chose. L'agriculture biologique n'est pas non plus un gage de sécurité alimentaire absolue. Les derniers scandales alimentaires qui ont eu lieu en France, c'est-à-dire une contamination en Martinique avec de la farine biologique, était une contamination au datura. Et ça, c'est un vrai problème. Rappelons-nous de ce concombre, ce fameux concombre
espagnol, la crise du concombre espagnol, qui était en fait une crise des graines germées biologiques allemandes. Donc il faut aussi savoir que le monde n'est pas en noir et blanc, il n'y a pas de solution unique pour l'agriculture et il n'y a pas de modèle qui nous sauvera. Si on n'est pas à la recherche d'un homme providentiel en politique, on a compris que ça n'existait pas. Le modèle d'agriculture providentielle n'existe pas non plus. Laure Darcos, car je sais que vous devez nous quitter, peut-être un dernier mot. Non, mais j'apprécie beaucoup ce débat parce que je pense qu'en effet, déjà au moins une chose est sûre, c'est qu'on essaie de ne pas s'opposer les uns aux autres. J'apprécie beaucoup ce que vous dites, madame, parce que je partage entièrement ce que vous dites. Ça n'est pas tout noir ou tout blanc. Pardon ? Non, mais voilà, c'est vraiment une conviction personnelle parce que je vois des agriculteurs tout le temps et qui en effet essayent de faire des choses très différentes. Vous parliez, mon cher collègue, tout à l'heure des problèmes de circuit court. De plus en plus, on essaye, nous on le fait en Essonne, de pouvoir vraiment utiliser l'alimentation au plus près des exploitants agricoles. Nous, dans les collèges, dans les 100 collèges de notre département, on le fait maintenant depuis plus d'1 an. Et c'est du coup apprendre aussi aux enfants à manger mieux et plus équilibré, mais c'est aussi leur apprendre, en effet, cet équilibre extrêmement fragile de l'agriculture, où en effet, je pense que comme vous le dites, on a un bilan carbone à faire. Et là, cette remise en cause, elle se fait des deux côtés. Il y a des gros lobbies industriels qui font que nous empêchent également de le faire côté agriculteur. Donc je pense qu'on irait vers quelque chose de beaucoup plus peut-être équilibré. Mais simplement, moi je redemande au gouvernement de laisser le temps. Alors vous dites que l'INRA ne travaille que depuis peu. Moi, l'INRA est sur mon territoire, donc je peux vous dire qu'ils travaillent depuis très longtemps sur cette question et ils ne s'en sont pas saisis simplement d'un point de vue politique. Mais ils travaillent également pour pouvoir remplacer le glyphosate, pas par du bio, mais par justement des possibilités de pouvoir fertiliser les sols et pouvoir faire de la conservation de sol avec un autre produit, d'autres systèmes qui ne seront pas forcément du bio. Et j'espère qu'on n'aura pas 100% bio en France. Je ne pense pas que ça soit forcément le naturel, mais pas forcément le bio. Voilà, parce que je pense que ça pose aussi d'autres problèmes. Merci à vous, Laure Darcos. Avant de continuer ce débat passionnant, on vous retrouve, Tam Tranui, à côté d'un éleveur. Et bien, lui se passe de pesticides. Effectivement, Delphine, je suis avec Frédéric Signoret, qui est éleveur de vaches maraîchines. Et vous avez fait le choix depuis toujours de vous passer de pesticides. Alors, comment faites-vous ? Eh bien, on a choisi justement une race rustique et on élève nos vaches sur des prairies naturelles. Donc, elles trouvent tous les éléments minéraux qu'il leur faut dans la nature. Donc, pas besoin de traitement. Et puis, on a appris en fait à gérer ces animaux pour qu'ils puissent se passer de pesticides. Pourquoi avez-vous fait ce choix qui date d'il y a déjà une bonne quinzaine d'années ? Alors d'abord pour ma santé, celle de mes proches, mes voisins, de la nature également. Il y a une quinzaine d'années, on n'avait pas forcément autant conscience du problème que pouvaient poser les pesticides, mais vous, c'était déjà quelque chose qui vous tenait à cœur ? Voilà, moi je me suis installé comme éleveur avec ce souci qui était déjà présent. Et c'est important, du coup la conservation des races comme les nôtres, elle passe justement par le non-usage de pesticides, parce que si on met des pesticides sur des races ou des variétés cultivées anciennes, eh bien en fait on dégrade leur patrimoine génétique. Et si à l'avenir on a besoin de se passer de ces pesticides pour des raisons de santé publique, ce qui risque d'arriver, eh bien il est important de conserver ces races-là avec les savoir-faire et leur performance. Concrètement, quel impact ça pourrait avoir sur ce type de vache si on utilisait des pesticides ? Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des vaches qui vont pouvoir résister aux maladies, aux parasites. Et du coup, si on les traite systématiquement, elles ne vont pas développer de caractère génétique propre à la résistance aux maladies, aux parasites, aux virus, etc. Et en fait, la nature fonctionne comme ça. Des plantes et des animaux coévoluent avec leurs parasites et leurs maladies. Et si on les empêche d'être en contact avec ces maladies-là, eh bien elles vont perdre ces qualités. Pour conclure, est-ce que vous pensez qu'on peut généraliser ce que vous faites, ou est-ce que vous comprenez aussi ces agriculteurs qui disent pour l'instant on n'est pas prêt, on n'a pas développé les alternatives pour nous pouvoir nous passer de pesticides ? Alors je comprends ces agriculteurs, je pense que quand on a été formé à l'agriculture conventionnelle, c'est compliqué
Et il faut effectivement changer son système. Quand on fait de l'élevage, c'est plus facile que quand on ne fait que des céréales, par exemple, parce qu'on peut avoir plus de rotation et lutter plus facilement contre les maladies des plantes. Il faut réapprendre, mais quand je vois la technicité des agriculteurs conventionnels, leur capacité de travail, sont souvent des gens qui travaillent beaucoup, je pense qu'ils ont largement les capacités à devenir des agriculteurs bio. Est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui, les enseignements sont au rendez-vous, les enseignements en matière d'agroécologie, etc., pour pouvoir pratiquer un autre type d'agriculture que l'agriculture conventionnelle? Je crois. Nous recevons beaucoup de lycées agricoles dans nos fermes. Ils entendent parler du sujet et ils ont accès. Après, je pense qu'on a aussi un problème de recrutement, c'est-à-dire quel type d'agriculteur on veut demain. Et peut-être qu'en donnant une autre image de l'agriculture, plus proche de l'attente des citoyens, du respect des paysages, peut-être on peut intéresser d'autres publics et essayer de donner une meilleure image de l'agriculture. Merci beaucoup Frédéric Signoret d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction, toujours en direct du Salon international de l'agriculture. On continue ce débat avec cette question, est-ce qu'on peut se passer de pesticides? Un nouvel invité nous a rejoint. Bonjour, vous êtes Philippe Dubief, vous êtes le président de Passion Céréales, céréalier vous-même en Côte d'Or. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Quel regard portez-vous sur ce débat et sur les objectifs fixés par le gouvernement justement d'une interdiction notamment du glyphosate? Alors, tout d'abord, merci de votre invitation. Ce débat est extrêmement important parce qu'il remet au cœur des enjeux, donc l'alimentation et bien sûr l'agriculture. Passion Céréales finalement a pour objet et pour mission de faire connaître justement ses activités tout au long de cette filière céréalière française, qui est une filière d'excellence, quoi qu'on en dise, filière d'excellence partout, je dirais, parce qu'elle se procure sur le territoire. Pourquoi? Parce que déjà, la moitié des cultures arabes sont en céréales et qu'elles concernent l'ensemble des territoires français. Après, sur les méthodes et sur les process de production, bien évidemment, il nous faut protéger l'ensemble des agricultures françaises et que, sans doute, un effort doit être fait aujourd'hui sur un progrès en conditions. Parce qu'aujourd'hui, il y a un pourcentage d'une agriculture biologique, somme toute, faible, et qu'il faut faire, entre nous soit dit, un travail. Et ce travail, il est en train d'être fait. Nous investissons chaque jour pour pouvoir faire progresser cette agriculture. Vincent Guyot, vous souhaitiez réagir? Alors, je voulais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le prix des produits de défense des cultures. Il n'y a pas d'histoire de prix, il y a une histoire de rentabilité. Quand moi j'utilise un produit de défense des cultures qui me coûte 1, c'est parce qu'il va me rapporter au moins 1, sinon plus, voire 10. On n'utilise pas des produits phytosanitaires, donc des pesticides, comme ça, par plaisir. Donc derrière l'aspect du prix, il y a surtout uniquement un aspect de rentabilité de l'intervention et de protection des cultures. De gain de temps, ça a été expliqué dans le reportage qu'on a vu à l'instant. Le temps, c'est de l'argent. Vous le savez, tout le monde court après tout le monde aujourd'hui. On est dans une société folle qui court après tout et les agriculteurs n'échappent pas à cette règle-là. Et un deuxième point, tous les ans, on essaye de mettre en place des mesures agronomiques pour utiliser le moins de pesticides possible. Par contre, et on le vit aujourd'hui sur Paris, on a une météorologie qui est complètement folle. Et donc, nos techniques pour essayer d'utiliser moins de pesticides font qu'on a des maladies et du parasitisme qui arrivent sur mon exploitation alors que je ne l'attendais pas. Et donc, soit je me mets au coin du champ en me disant tout ce que j'ai fait cette année, je vais le faire pour rien. Ou alors, et tout à l'heure, Madame Ducrot parlait, c'est une assurance l'utilisation des produits phytosanitaires aujourd'hui. Et donc il y a un problème en agriculture biologique du fait de se priver de ces outils que sont les produits de défense des cultures. Oui, Florent Gull. Oui, je crois que la question du temps, elle est primordiale, vous avez tout à fait raison. On a évoqué à plusieurs reprises pendant le débat la question de la période de conversion, notamment en agriculture biologique. Plusieurs d'entre vous l'ont abordé comme étant un frein au passage en bio. Ça peut être vu comme tel. C'est pour ça que toutes les initiatives qui permettent finalement d'accompagner cette période sont importantes à prendre. Je pense en particulier à un élément clé qui a, je crois, échappé à beaucoup de monde dans la loi Egalim, parce j'ai eu un débat hier sur le stand du département de la Drôme par rapport à la restauration collective. Le législateur, et dans les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et au Sénat, ont fait évoluer les choses de façon très intéressante. Les 20%
de produits bio à l'horizon 1er janvier 2022 dans la restauration collective ne sont pas que des produits bio, ce sont aussi des produits issus de fermes qui sont en conversion, à partir de la deuxième année de conversion. Ça, je crois que c'est vraiment un élément clé. D'autres, il y a même des marques aujourd'hui qui se sont lancées ou des distributeurs qui se sont lancés dans cette démarche-là, distributeurs de produits bio en particulier, de dire il faut qu'on accompagne effectivement l'agriculteur sur une situation où, surtout au début de la conversion, on va avoir des rendements qui vont être moins bons, on a plus de main-d'œuvre, on l'a très bien vu dans vos sujets tout à l'heure, et il faut qu'on ait un prix au moins intermédiaire entre le prix conventionnel et le prix bio pour accompagner l'agriculteur vers cette démarche. Et justement, hein, Florent Gull, puisque vous parlez de conversion, on va aller bien dans le département de l'Hérault où s'est rendu Jonathan Duprier, justement, à la rencontre d'un agriculteur en conversion. Regardez. Ces pêches, ces abricots sont de l'histoire ancienne. Emmanuel Az a 44 ans, il est arboriculteur. Pendant 15 ans, il a produit des fruits pour les meilleures tables de France, dont l'Élysée. Mais il y a 3 ans, les maladies, les insectes et l'arrivée d'un oiseau prédateur lui font perdre la quasi-totalité de ses récoltes. 2500 arbres arrachés, désormais transformés en bois de chauffe. Ça, c'est de l'abricotier. Là aussi, il y a du pêcher beaucoup derrière. Là, on a 70 terres de bois, là, issus de l'arrachage. Pour rebondir, Emmanuel a amorcé sa conversion en bio, conscient des dangers des produits phytosanitaires sur sa santé. Emmanuel est aussi en charge des pesticides à la Confédération paysanne. Je me souviens une fois d'avoir eu un saignement de nez, ouais. Voilà. Après, l'essentiel du mal sur la santé humaine qu'occasionne l'application de pesticides s'exprime au long cours. C'est quelquefois 10 ans après avoir arrêté de pulvériser des pesticides qu'on développe un cancer ou un autre, ou une maladie neurodégénérative comme le Parkinson. Mais se passer de la chimie a un coût. Pour continuer à produire des pêches et des abricots en bio, Emmanuel devait investir près de 40 000 € pour équiper ses vergers de filets et de bâches anti-pluie. Impossible, il a donc opté pour une variété moins fragile et plus rentable, les prunes. Là, je vais charger les quelques arbres qui restent à planter sur cette parcelle. Ce jour-là, il termine de planter une parcelle. Un nouveau départ pour lui. C'est toute une vie, toute une façon nouvelle de faire les choses. Bon, d'abord parce que c'est en agriculture biologique, mais en plus parce que je change d'espèce, je change aussi de mode de commercialisation. Ouais, c'est vraiment une page qui se tourne, hein, pour moi. J'ai beaucoup d'espoir parce que c'est vrai que j'ai produit beaucoup de fruits en 15 ans, mais j'ai produit encore plus d'espoir. Pour Emmanuel, arboriculteur et militant, le bio ne peut pas être la solution à la fin des pesticides. Selon lui, il est bien trop coûteux pour s'adresser au plus grand nombre. Sortir des pesticides, ça ne veut plus dire ne pas traiter les maladies, hein. Ça veut dire au contraire souvent plus traiter, engager plus d'argent de toute façon pour la santé de ton matériel végétal. Donc dans ces conditions-là, il est très difficile d'avoir des marges suffisantes pour investir dans une bifurcation technique telle que la conversion à l'agriculture biologique. Emmanuel devra attendre 2021 pour récolter ses premières prunes. Emmanuel Ducrot, je voudrais quand même qu'on revienne sur l'aspect danger pour la santé humaine, pour la santé des agriculteurs. On voit dans cet exemple, saignement de nez, il y a quand même un impact, des risques pour justement les agriculteurs. On le disait, première victime de ces produits phytosanitaires. Alors, je ne suis ni médecin ni scientifique, je veux juste dire que ce débat est totalement irrationnel en France. Laure Darcos vient de sortir de ce plateau, elle s'est fait insulter derrière moi, quelqu'un l'a traitée d'empoisonneuse et a dit que ses enfants devaient avoir honte d'elle. On en est là dans le débat sur les pesticides en France. On en est à ce niveau d'irrationnel, ça me rend furieuse. La science est là pour évaluer, les agences de santé évaluent. Il y a en France une plateforme de pharmacovigilance. Je ne dis pas et je ne dirai jamais que les pesticides sont des choses anodines. Elles ne sont pas plus anodines que les médicaments pour la santé humaine. Les phytosanitaires sont accompagnés de précautions d'usage et ce n'est pas pour rien. Ce sont des produits actifs. Ce sont des produits, oui, potentiellement dangereux, comme peuvent l'être le Doliprane et des médicaments beaucoup plus dangereux. Ce que je veux faire comprendre quand je m'exprime, c'est que ce débat n'est pas simple. La science va nous aider à prévoir, par exemple, les maladies, à ne traiter que quand c'est vraiment nécessaire et plus en préventif. Mais tout ça, ça va prendre du temps. On ne peut pas faire croire aux Français, s'ils veulent être nourris correctement et qu'on ne soit pas obligé d'importer une partie de notre alimentation qui est produite dans des conditions pires qu'en France,
comme ça, parce que du jour au lendemain, on va décider d'arrêter les pesticides. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'agriculture, ça ne fonctionne pas en se mettant au bord d'un champ et en appuyant sur un bouton pour que ça pousse. Donc, j'appelle à la raison sur ce débat sur les pesticides. Qu'on puisse traiter une femme politique d'empoisonneuse parce qu'elle défend le travail de l'INRA sur la recherche, c'est inadmissible. Il y a quand même cet aspect de Monsanto qui a été condamné à indemniser un paysan charentais. Et je rappelle cette phrase, hein, les pesticides tuent, ils sont faits pour ça. Alors c'est pas de moi, c'est José Bové qui le disait, Hervé Lapille. Non mais ça a été très bien dit par Emmanuel Ducrot. Les produits de santé végétale qu'on utilise en tant qu'exploitant agricole sont dangereux pour l'utilisateur. Donc c'est à nous, les exploitants agricoles, de se protéger. Mais nous, on se protège sur notre partie santé en mettant des équipements de protection individuelle. Mais il faut aussi faire comprendre aux consommateurs qu'on protège la culture pour la rendre aussi propre à la consommation, parce qu'une céréale qui a une maladie qui s'appelle la fusariose peut aussi être dangereuse pour l'alimentation humaine. Donc tout ça, ça a été fait grâce au programme de recherche et d'innovation avec des gens qui sont à côté de nous, qui s'appellent l'INRA. On a accompagné ce modèle d'agriculture sur les 50 dernières années. Maintenant, on nous demande autre chose. On a compris les attentes sociétales, on a entendu. Et donc, il faut aussi nous mettre dans un pas de temps nécessaire d'évolution, d'accompagnement de l'agriculture. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre. Et s'il y a bien un métier qui va continuer à évoluer, c'est le métier d'agriculteur. Et quand on s'installe agriculteur, moi je me suis installé en 1992. 25 ans plus tard, j'ai réduit mes produits de santé végétale sur mon exploitation de 27%. Et j'ai un de mes enfants qui est en train de finir ses études d'ingénieur, qui va revenir sur l'exploitation, et je pense qu'il va être aussi dans cet objectif-là. Je suis éleveur, je suis producteur de porc. J'ai réduit de 45% mes antibiotiques sur mon élevage depuis 25 ans. Et je pense que dans 3 ans, je serai en 0 antibiotiques sur mon élevage. Mais par contre, quand j'ai une truie qui m'ébote, qui a de la température et qui fait de la fièvre, eh ben je la soigne parce que je prends soin de mes animaux et j'ai un respect pour mes animaux et j'ai pas envie qu'elles disparaissent. Donc voilà, il y a des équilibres à trouver et je crois que c'est dans l'accompagnement des agriculteurs autour de nos techniciens, autour de la recherche, de l'innovation qu'on trouvera les solutions. Mais c'est pas en opposant stérilement les sujets. Et je voudrais rappeler quand même aux consommateurs que la France, c'est le plus gros pays agricole européen en termes de surface et que les agriculteurs français sont dans cette dynamique-là depuis plus de 10 ans, que nous sommes les 9e consommateurs de produits de santé végétale ramenés à l'hectare. Donc ça veut dire qu'en Europe, je pense que la France, elle a aussi cette capacité à prendre des initiatives et de ne pas être le dernier vilain canard qui respecte pas son environnement. Donc, et il faut que les agriculteurs, on n'a pas trop parlé d'économie, mais on a besoin de durabilité. Et sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental, je crois que l'agriculture, elle a aussi des marges de compétences à faire comprendre à nos concitoyens. Et je voudrais rappeler un chiffre quand même, c'est que 14% aujourd'hui des employés de ce pays travaillent dans le monde agricole et agroalimentaire. Donc soyons attentifs aussi à ces messages-là. Je crois que l'agriculture, c'est une chance pour la France et il faut qu'on l'accompagne dans les solutions qui sont certes demandées par les consommateurs, mais qu'on va trouver aussi avec les agriculteurs les réponses. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans la diversité. Hervé Lapille, on va continuer ce débat, mais comme on parle d'agriculture raisonnée, on retrouve Alexandre Poussard. C'est à vous, Alexandre. Oui, je suis avec Éric Martineau, pomiculteur dans la Sarthe. Éric, vous faites partie des vergers éco-responsables, c'est-à-dire que vous êtes dans un compromis entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle. Tout à fait, c'est une charte qualité qui mélange justement ce qui est bien dans l'agriculture raisonnée et dans l'agriculture biologique. Et alors, qu'est-ce que vous allez chercher de l'agriculture biologique ? Alors, en fin de compte, on n'invente pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on veut laisser reprendre la nature ses droits dans nos vergers, donc refavoriser la biodiversité. Exemple avec les haies, les jachères fleuries, les bandes enherbées, laisser pousser l'herbe dans nos vergers pour que les insectes butineurs reviennent et se réinstallent. Alors c'est vrai que nos vergers peuvent paraître un peu, pas abandonnés, mais très naturels, c'est l'objectif, pour intervenir le moins possible. Mais parfois vous avez des besoins d'intervenir avec des pesticides de synthèse. Alors de synthèse, mais pas forcément, voilà, parce qu'on privilégie toujours les méthodes alternatives. Donc déjà, si on peut éviter le traitement, on va éviter le traitement. Si après, alors par exemple avec la confusion sexuelle, plutôt que de mettre un insecticide contre le carpocaps, le ver de la pomme, eh bien on diffuse l'odeur des femelles dans le verger, si bien que les mâles n'arrivent pas à retrouver les femelles. Et donc il n'y a pas d'accouplement, pas d'œuf, pas de ver, mais pas de traitement. Donc vous pouvez manger les pommes avec la peau sans aucun problème. Après, s'il faut intervenir, peut-être qu'on pourra aller chercher un produit
de préférence d'origine biologique, mais pas forcément. On va mesurer son impact et sur la nature, l'environnement et sur la santé, puisqu'on n'utilise que des produits qui sont homologués, certifiés et non dangereux pour la santé. Et alors vous me disiez, il y a certains pesticides biologiques comme le cuivre qui sont critiquables. Complètement, oui. Alors c'est pour ça que nous, en verger éco-responsable, on les utilise avant la floraison et après la récolte. Mais c'est vrai qu'on n'applique pas de cuivre ou très peu. Je veux dire, pourquoi? Parce que le cuivre est quand même un métaux lourd, il est quand même toxique, et donc on peut privilégier d'autres produits moins dangereux, même s'ils sont de synthèse. Très bien, merci beaucoup de nous avoir présenté votre pomiculture raisonnée. Merci Alexandre Poussard. Florent Gull, et ensuite je vous en ai la parole, Philippe Dubief. Oui, je crois que les questions d'économie et d'emploi qu'on a commencé à aborder sont vraiment capitaux dans ce débat-là, pour à la fois les consommateurs et les producteurs, et toute la chaîne de valeur d'ailleurs. Un des constats aujourd'hui sur la solidité financière des exploitations qui sont en agriculture biologique repose sur deux choses. D'abord, la création d'emplois. On a montré que depuis 5 ans, on a un rythme de croissance de plus 12% d'emplois par an sur les 5 dernières années. Donc je crois que dans un pays qui a un chômage aussi fort, il faut s'intéresser à cette question forte de dire oui, on est en capacité de créer des emplois. On a même vu des études montrer qu'on est sur des emplois plus qualifiés, mieux rémunérés, plus à temps plein. Donc je crois que ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et après, sur l'économie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le dernier rapport de l'INSEE, on dit on a en moyenne des exploitations en agriculture biologique qui sont plus solides financièrement? C'est aussi évidemment, et c'est le cœur de votre débat d'aujourd'hui, la sortie de la dépendance aussi au coût des intrants, dont on sait malheureusement que c'est typiquement un coût qu'on ne maîtrise pas du tout, qui fluctue et qui, combiné évidemment aussi à la fluctuation des marchés, arrive à une situation où de nombreux agriculteurs se retrouvent pris en ciseaux entre des coûts de matières premières qui augmentent et des coûts du marché qui baissent. Et à ce moment-là, on a des agriculteurs qui sont en très grande difficulté financière. Je rappelle quand même le chiffre très spectaculaire de plus de 30% aujourd'hui des agriculteurs français qui touchent moins de 350 € par mois. Donc on a besoin de s'alerter sur cette question économique, et la réponse agroécologique et biologique est une réponse économique également. Philippe Dubief. Non, juste une réaction pour exprimer quand même, il faut arrêter ce débat violent. Ce débat violent, alors qu'on a dans tous les médias et surtout dans l'opposition de système. C'est un débat qui est complètement stérile et je dirais surtout stupide. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette conception binaire qui considère qu'il y a une agriculture qui est vertueuse et l'autre pas. Pas du tout. Les voies de progrès, ce sont sur des hybridations de systèmes. Les hybridations de systèmes, c'est-à-dire que nous sommes sur un chemin de progrès qu'on a toujours eu, que sans doute aujourd'hui nous avons un coup d'accélérateur sur le process et qu'aujourd'hui il y a un engagement fort de tous les producteurs. J'en veux pour preuve, il y a ne serait-ce qu'une semaine devant le ministre, devant le président de la République que nous avons reçu très récemment, où l'ensemble des producteurs céréaliers de France se sont engagés pour dire nous devons, alors avec deux objectifs, le premier, progresser dans nos process de production, mais surtout garder cette capacité de production. Pourquoi je vous dis ça? C'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas considérer que le consommateur est sur un chemin parallèle. Nous sommes avant tout des consommateurs. Nous sommes avant tout des consommateurs et nous mangeons nos produits. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que nous utilisons dans notre travail le sol, un patrimoine, ce patrimoine que nous empruntons à nos enfants et que nous préservons la qualité de nos sols, voilà, pour le transmettre à nos enfants. Donc nous sommes doublement concernés. Et puis sans doute, je dis que l'innovation, il n'y a pas de raison que seule l'agriculture, on ne doit pas en parler. Moi, je vous le dis, l'agriculture de demain ne sera pas celle d'hier. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'il ne faut jamais protéger les plantes. Ici, sur l'ensemble des gens qui sont autour de cette table, agriculture biologique y compris, tout le monde protège ses plantes. Tout le monde. Mais est-ce qu'on peut les protéger sans produits phytosanitaires, Philippe Dubief? Justement, je vous dis que l'hybridation de système, c'est partir sur des normes HVE, haute valeur environnementale, qui nous permettront à la fois avec la biodiversité, mais aussi, moi je vais vous dire, chez moi, j'ai un apiculteur depuis 20 ans qui vient mettre des ruches. Je suis en agriculture conventionnelle et je lui dis chaque année, qu'est-ce que tu trouves? Moi, tout va bien. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu ne le dis pas? Ah ben, c'est toujours la grande difficulté de se mettre en marge. Je terminerai juste pour vous dire que cette capacité de production et de produire mieux, c'est le chemin sur lequel nous sommes engagés pour une simple et bonne raison qu'il faut peut-être dépasser un tout petit peu notre prisme égocentrique. Parce que
Vous savez, il ne faut pas oublier qu'il y a 800 millions de gens qui sont mal nourris et que la capacité d'exportation est importante parce que c'est une solidarité, c'est une valeur sociale qui est au cœur des enjeux et au cœur des valeurs du monde agricole que nous devons y contribuer. C'est procure de la paix, de la stabilité dans les autres pays. Et quand on parle d'immigration, ce n'est pas un vain mot. Et juste vous rappeler les émeutes de la fin de 2007. Finalement, lorsqu'on ne maîtrise pas la production ou qu'on le fait n'importe comment, il faut juste un pas de temps. Il faut juste que nous sommes sur un chemin de progrès. Nous nous sommes engagés. Il n'y a pas de raison. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'épouser les systèmes. C'est un devoir, c'est une responsabilité d'information. Oui. Joël Labbé. Bien, monsieur, tout d'abord, il n'y a pas de violence autour de la table, à ma connaissance, première chose. Et il faut arrêter aussi de dire ça. Maintenant, il y a des gens il y a des gens qui défendent aussi un autre modèle et qui demandent à exister et à être reconnus. Ceci est important. Lorsque l'on met en jeu, j'ai parlé tout à l'heure de la situation alarmante de la biodiversité. Vous ne pouvez pas la nier. La seconde... C'est faux. Arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies, que vous ne pouvez pas prouver. C'est faux. Moi, je peux pas dire que la biodiversité est présente et les abeilles, on les a aussi. Ok, non, juste. Non, alors, mais juste. Non, attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. Il n'y a pas de violence dans les propos et la manière. Moi, j'essaye de m'exprimer de manière pédagogique et sans. Moi, je défends l'ensemble des agricultures. Mais sauf qu'il ne faut pas faire croire qu'on ne protège pas les plantes. C'est une nécessité. Moi aussi, service du consommateur. S'il vous plaît, je défends aussi l'ensemble des agricultures. Et en défendant l'ensemble des agricultures, il faut défendre la biodiversité qui est utile à tout le monde et qui sera plus que jamais, non, s'il vous plaît, qui sera plus que jamais utile. Putain, vous commencez à... Bon. Allez-y, Joël Labbé, on vous écoute. Avec cette suffisance, vous pouvez poser tranquillement votre micro pour écouter. Alors, il y a la question de la biodiversité, il y a la question de la santé. Il y a un certain nombre de cancers qui sont avérés maintenant, dont les causes sont les pesticides, les maladies neurodégénératives, notamment le Parkinson, qui est reconnu maladie professionnelle dans le monde agricole. Cela, on ne peut pas le nier. Alors, vous défendez, alors qu'on soit un pays exportateur, soit qu'on ait pour ambition d'aller nourrir la planète, ça faisait un petit moment que je n'avais pas entendu dire ça. À l'inverse, notre système appauvrit la planète. Avec les importations de soja d'Amérique du Sud, 1 million d'hectares de sacrifiés chaque année en Amérique du Sud au détriment de l'agriculture vivrière sud-américaine. Parlons aussi des exportations de volailles vers l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, qui annihilent complètement leur possibilité de développement de leurs propres élevages. Simplement, je tiens à le dire, pensons d'abord à la souveraineté française et européenne et aidons chaque continent à avancer vers sa propre souveraineté. L'avenir est là, monsieur. Alors peut-être pour que les esprits se calment un tout petit peu, on va retrouver Tam Trinh et je vous redonnerai la parole ensuite Philippe de Bief. C'est à vous, Tam. Oui, Delphine, je suis donc avec Alexandra, Charles-Édouard et Nicolas de la ferme de la glutamine. Alors Charles-Édouard, la ferme de la glutamine, qu'est-ce que c'est ? Au départ, c'est une ferme et on a monté en suivant une association qui permet d'héberger des maraîchers qui sont sans toit et sans terre. Alors justement, on va avoir un petit exemple ici des activités que vous faites. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un mur végétal que l'on peut utiliser pour les logements sociaux, n'est-ce pas ? C'est cela, Nicolas ? Exactement. C'est ce qu'on appelle une culture verticale. Donc pour pouvoir cultiver un certain nombre de mètres carrés de façon plus optimisée, on a choisi la solution de monter naturellement vers le haut. Alors on peut voir un certain nombre d'autres choses ici sur ce stand. Également, je vois ce très impressionnant dôme qui a été fait à partir de ski recyclés. C'est cela, Alexandra, vous l'avez monté au début du Salon de l'Agriculture. Alors oui, tout à fait. Ce dôme en ski, on l'a réalisé à 4 personnes, sans échelle et en moins de 3 heures. Puisqu'en fait, on commence par le haut et on fait monter au fur et à mesure les étages. Et on a décidé de le faire en ski, donc avec un maximum d'objets surcyclés sur tout ce stand. Et à quoi peut servir ce dôme ? C'est une serre en fait. Alors en effet, une serre aujourd'hui coûte à peu près 10 000 € à un maraîcher. Donc l'objectif, c'est de lui en fournir une au plus bas coût, donc avec des skis qui auraient été jetés et broyés. Charles-Édouard, en fait, tout l'objectif de votre projet, c'est de créer un projet d'agriculture durable, un projet d'agriculture différent ? En effet, nous, l'objectif, c'est de respecter les sols et les hommes. Donc on va de l'humus à l'humain.
Et on a surtout... Pas de pesticides surtout? Alors, sur des microbiotes chez nous, puisque vous avez un exemple ici avec ce qu'Alex va vous présenter. Nous, l'objectif final, c'est de créer un écosystème symbiotique qui permet en fait à différentes structures de se combiner pour trouver des solutions. Par exemple, on récupère les déchets d'Alex pour alimenter le premier poste de dépense des maraîchers qui est le compost. Et Alex va nous expliquer ce que c'est qu'un bokashi. Et oui, effectivement, c'est ce que l'on voit ici, ces bacs. On connaît le lombricompost un petit peu aujourd'hui dans les appartements. Expliquez-moi comment ce bac de compost fonctionne. Alors du coup, c'est assez différent du compostage. Donc c'est un processus de fermentation. On va alterner des couches de biodéchets et des couches de micro-organismes efficaces qui sont une combinaison de 80 micro-organismes. Cela va permettre une fermentation des déchets. Et si les déchets fermentent, ils ne pourrissent pas. Et s'ils ne pourrissent pas, ils ne puent pas. Oui, c'est ça tout l'intérêt. D'ailleurs, je crois qu'il y a des déchets dans ce bokashi, dans celui-ci. Et je peux le confirmer, ça ne sent rien et ça peut être très utile bien sûr dans un appartement. Et également à Bordeaux, je crois que vous pouvez, vous faites en sorte que ça puisse être récupéré. Alors oui, nous avons décidé d'innover sur le service et de proposer un ramassage en vélo des biodéchets. Et ensuite, nous les amenons à des maraîchers partenaires qui sont situés autour de Bordeaux pour qu'ils puissent les utiliser comme engrais, donc supprimer les pesticides. Merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup Nicolas, Charles-Édouard d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir présenté la ferme. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. Philippe Dubié, je vous redonne la parole. Vous évoquiez cette polémique autour de la biodiversité. Vous n'êtes pas d'accord avec Jules Labbé? Non, mais alors, je me suis permis un petit peu de mettre un petit peu d'animation, mais avec beaucoup de respect, monsieur Labbé, parce que je respecte l'ensemble des acteurs du territoire. Sauf que j'ai dit qu'il fallait juste sortir de cette violence et que moi, je veux qu'on change un petit peu de paradigme et que, à la place de parler d'agribashing, on va parler un peu d'agri-loving. Et pour cela, nous, on s'engage. Oui, agri-loving, je vois que ça vous surprend, mais n'empêche que c'est le terme qui aujourd'hui a été utilisé au cours du salon. Juste deux choses. Ça me surprend parce que j'ai pas l'impression qu'on parle d'agribashing en parlant de pesticides. Non, mais certes, mais pas forcément ici, mais on peut pas être non plus fermer les oreilles à tout ce qu'on peut entendre et un certain nombre d'émissions qui sont passées, auxquelles un certain nombre ici sont intervenus. Et quelque part quand même, si, il y a un petit peu d'agribashing, mais pas que dans l'agriculture, il y a un bashing tout court. Bref, on va pas épigoler là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de l'agri-loving. C'est vraiment de dire que l'agriculture, aujourd'hui, se met en marche, et je ne veux pas faire de jeu de mots, se met en marche pour véritablement progresser, que dans tous les éléments de réflexion, dans l'ensemble des têtes de la producteur, aujourd'hui, c'est un élément de décision essentiel, et que nous sommes au service des 3C, c'est au service des consommateurs, au service des citoyens et au service de l'ensemble de nos clients. Elle doit être exemplaire, cette agriculture. Juste terminer rapidement sur deux choses. Un, nous ne sommes pas responsables de la déforestation de ce qui se passe dans les autres pays. Et deux, sur les maladies véhiculées. Très bien, j'entends. Juste pour vous dire, il y a une étude Agrican qui a été faite il y a 2 ans, dont les résultats sont sortis. Et juste pour dire que le taux de cancer chez les agriculteurs est plus faible dans toutes les maladies cancéreuses, sauf le mélanome. Le mélanome, c'est une maladie de la peau. D'autres études qui prouvent le contraire. On ne va pas lancer le débat scientifique mais juste sur ce plateau. C'est une étude qui est vraie et qui est faite par aussi le ministère de l'Agriculture. Alors, justement, on parlait justement de poids peut-être des lobbies dans l'interdiction des pesticides. Écoutez ce qu'en disait Benoît Hamon, le président de Génération, qui était au Salon de l'Agriculture ce matin. On a beaucoup besoin d'Europe quand on veut lutter par exemple contre une alimentation qui est empoisonnée par les pesticides. Je sors du stand de l'INRA, c'est-à-dire les chercheurs français qui réfléchissent aux alternatives à tous ces intrants chimiques qui aujourd'hui empoisonnent notre modèle agricole. Il est clair que si on avance ici mais que personne n'avance ailleurs en Europe, on va se retrouver dans une situation où ce que l'on fera ici sera inutile et finalement inefficace. Et c'est sur ce terrain-là aujourd'hui qu'on attend que l'Europe soit particulièrement utile. Et plutôt que des grandes déclarations, moi je préfère juger aux actes. Et je juge aujourd'hui qu'aux actes, on a une Europe qui est une Europe extrêmement timide, sous la pression d'un certain nombre de géants de l'agroalimentaire. D'ailleurs, ce salon de l'agriculture se fait au moment où la présidence roumaine de l'Union européenne est sponsorisée par Coca-Cola. Donc imaginez si maintenant Coca-Cola sponsorise l'Union européenne, où en est-on. Mais je veux dire qu'au-delà, les lobbies, on sait, du phytosanitaire,
phytosanitaires, les lobbies de l'agriculture intensive poussent pour une exploitation maximum des produits chimiques et donc bloquent toute interdiction de ces produits qui sont des produits aujourd'hui qui menacent la pérennité de notre modèle agricole. Donc c'est là, sur ce terrain-là, moi, que j'attends que l'Europe soit utile, efficace, parce que c'est l'intérêt des agriculteurs, puis c'est l'intérêt des consommateurs européens. Emmanuel Ducrot. Je me demande vraiment où Benoît Hamon a étudié l'agriculture française. C'est juste ahurissant. L'agriculture française, ce sont des exploitations d'une surface moyenne de 50 hectares. On est très très loin de l'agroalimentaire à grande échelle et des fermes-usines. Des fermes-usines, il n'y en a pas en France. Comment dire, cette agriculture qui bourrée de pesticides, qui empoisonne la population, il faut garder sa raison dans ce débat. Tout ça est absolument faux. On utilise, oui, des pesticides en Europe, on en utilise en France et on en utilise plutôt moins qu'ailleurs en Europe. Il y a peut-être un moment où il va falloir qu'on se pose la question d'évaluer correctement la valeur des aliments que nous produisons et de nos produits agricoles. Pour moi, et je vais reprendre un système de notation qui est développé par une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. Il propose d'évaluer la qualité des aliments sur 3 axes. Un axe environnemental, un axe nutritionnel et qualité pour la santé et un axe économique. Ça permet de faire une échelle avec 3 axes. Et plus on atteint, en dessinant sur cette échelle un triangle équilatéral, plus la valeur est bonne sur tous les axes. Et à mon avis, la solution de l'évaluation de notre agriculture, elle n'est pas dans le bio ou dans le conventionnel, elle est sur cet étalonnage-là. Si je peux me permettre un dernier mot, quand on parle de notre place et de la place de notre agriculture dans le monde et qu'on nous explique qu'il faut qu'on reste chez nous et qu'on laisse les pays se débrouiller, c'est inconscient. En 2050, la moitié de la population de la planète sera située dans un grand triangle d'Asie du Sud-Est. L'Afrique aura doublé sa population et nous voudrions rester chez nous et faire notre propre agriculture. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est du soft power. L'agriculture, c'est aussi une manière de faire valoir une culture, une manière d'envisager les choses. Si nous laissons l'Afrique se débrouiller avec les Chinois ou avec les Américains pour faire leur agriculture, ils auront une agriculture à la chinoise ou à l'américaine. Oui. Hervé Lapille, Florent Gull ensuite, pardon. Ouais, vous cherchiez tout à l'heure un exemple d'agribashing. En voilà un extraordinaire. Et là, vous n'imaginez pas l'impact des petites phrases qui viennent d'être dites par Monsieur Hamon sur les agriculteurs qui tous les jours se lèvent pour aller bosser, pour bien faire leur boulot, pour nourrir la France, l'Europe, la planète, pour nourrir qui vous voulez. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'impact psychologique de ce qu'il vient de dire. Et ça c'est une catastrophe pour nous. Et ça, il faut l'interdire, ça. Il ne faut plus jamais faire ça. Parce que c'est complètement nous décourager. C'est complètement nous décourager, alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'être encouragés pour aller, comme l'a dit Monsieur le Président, il a dit qu'il fallait transformer l'agriculture. On est tous prêts à transformer l'agriculture, mais pas n'importe comment et pas à grands coups d'interdiction. On veut bien aller demain pour faire mieux, pour être meilleur. Mais il faut nous encourager, il ne faut pas nous encourager et nous donner des coups de bâton, comme on vient de l'entendre là et comme on l'entend bien trop souvent. Oui, Florent Gull. Oui, j'ai l'impression des fois qu'on n'a pas fait les états généraux de l'alimentation, qu'on revient en arrière, on revient sur des débats qui ont déjà été largement développés dans un état qui a été très intéressant, un débat qui a été très, très fort. En particulier, au milieu des états généraux, on a eu un discours important autour justement de la souveraineté alimentaire de la France et des pays d'Europe et des pays du Sud, de tous les pays du monde. L'idée, c'est bien entendu de travailler avec ces pays-là. Nous, on a été beaucoup sollicités, par exemple, cette semaine sur le stand de l'Agence Bio par des États, notamment africains, asiatiques, puisqu'on en parle à l'instant, sur comment construire un système de traçabilité bio permettant du champ jusqu'au magasin d'être sûr qu'on est en produits bio. On voit aujourd'hui dans les grandes villes africaines qui effectivement augmentent leur population une tendance à importer des produits bio européens ou américains alors qu'ils ont une agriculture de très grande qualité qui souvent est encore assez proche de ce qu'on peut appeler une agriculture biologique. Donc il faut travailler avec ces pays de façon très importante. Et deuxième chose importante, puisqu'on a parlé des consommateurs, on avait jusqu'alors la question qui a été redébattue plusieurs fois sur est-ce que les produits bio sont accessibles, qui les consomme. Moi, je renvoie à l'étude que l'ANSES a publiée en juillet 2017, justement sur les comportements individuels de consommation, pour redire une chose qui est très intéressante. Pour une fois, on a été jusqu'au bout. Qui sont les catégories socio-professionnelles qui consomment des produits bio? Et bien, la deuxième catégorie socio-professionnelle qui fait le plus consommer à ses enfants des produits bio en France, ce sont les agriculteurs. Donc remettons les choses à l'endroit, il n'y a pas d'opposition entre les modèles. Les agriculteurs eux-mêmes, qu'ils soient bio ou pas bio, consomment ces produits bio.
Allez, on continue ce débat, mais avant cela, on retrouve Alexandre Poussard, puisque vous êtes bien avec le président de Saveol. Ce sont les tomates. C'est à vous, Alexandre. Oui, je suis avec Pierre-Yves Gestin, président de Saveol, premier producteur de tomates en France. Pierre-Yves Gestin, Saveol n'a pas attendu le 21e siècle pour produire sans pesticides. Ah non, ça fait très longtemps qu'on se préoccupe de la bonne santé de nos plantes, donc l'utilisation des insectes. Ça fait plus de 35 ans qu'on les utilise dans les serres pour protéger nos cultures naturellement. Et alors concrètement, vous pouvez produire des tomates en grande quantité, sans pesticides. Comment vous faites ? Alors comment on fait ? On a mis tout un tas de moyens en fait pour réussir ce genre de production, c'est-à-dire qu'on élève des insectes qui s'appellent des micro-guêpes ou des micro-punaises, et le travail de ces petits insectes amis, c'est d'aller détruire les ravageurs qui nous obligeraient ou qui nous contraindraient à utiliser des produits chimiques. Et donc ça fonctionne depuis des années Alors c'est un parcours qui a duré un certain temps, mais en même temps depuis 5 ans maintenant on est capable de proposer une gamme donc, de production de tomates sans pesticides. Donc Saveol a lancé en premier ce label qui aujourd'hui a une reconnaissance très importante de la part des consommateurs. Oui. Et vous vous alliez avec d'autres grands groupes producteurs de tomates justement pour faire ce label sans pesticides? Alors évidemment oui, pour donner du sens à ce label et lui donner du poids, on a créé une alliance en Bretagne avec les voisins que sont Prince de Bretagne et Solaren, donc pour créer un cahier des charges qui soit commun, une pastille qui s'appelle Cultiver sans pesticides de la fleur à l'assiette, et avec un cahier des charges qui est contrôlé par un organisme de certification qui permet de démontrer que notre démarche est vertueuse. Alors vous produisez aussi des fraises, et les fraises c'est plus compliqué de les produire sans pesticides, mais vous y travaillez. Alors les fraises, c'est pas que c'est plus compliqué de les produire sans pesticides, mais il y a tout un travail de recherche et développement qui est en train de se matérialiser et qui va s'accélérer sur l'année 2019. Donc des producteurs qui se sont beaucoup investis, notamment dans l'utilisation de produits de biocontrôle, des produits naturels qui permettent justement de lutter contre les ravageurs. Mais il y a également un travail en profondeur qui se réalise sur la production d'insectes qui vont justement aller prédater et donc tuer les ravageurs de la fraise. Ça représente des investissements en recherche et développement ? Ah oui, c'est des investissements qui sont très conséquents. Saveol a investi il y a 5 ans maintenant dans une serre de production d'insectes. Ça fait depuis 35 ans qu'on le fait, mais on a renouvelé notre outil de production. Pour une coopérative de 120 maraîchers, on a investi 2 400 000 € à l'époque. Donc oui, on y croit dans la protection biologique intégrée, et on le fait savoir aujourd'hui à travers de ce label qui a une très grande reconnaissance de la part du grand public. Saveol, d'abord, c'est de la production de qualité et de goût, reconnue et archi-reconnue pour son modèle. Et maintenant, d'y rajouter une pastille sans pesticides, c'est un acte supplémentaire pour le citoyen de savoir que la production, elle est durable et respectueuse de l'environnement et de la qualité. Alors, sur vos produits, vous précisez sans pesticides de synthèse. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors on a précisé sans pesticides de synthèse parce qu'on ne souhaitait pas avoir d'amalgame entre les pesticides de synthèse et l'utilisation de produits de biocontrôle qui sont vraiment des produits naturels à base d'écorce d'orange, voilà, des concoctions on va dire qui sont totalement naturelles et qui n'ont aucun risque pour la santé humaine et bien entendu pour la santé de la plante. Très bien. Merci beaucoup Pierre-Yves Gestin de nous avoir expliqué qu'on peut produire beaucoup de tomates sans utiliser de pesticides. Merci à vous Alexandre Poussard. Joël Labbé, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un décalage entre ce qui peut être dit sur ce plateau et les exemples que Tam Tranuy et Alexandre Poussard nous ont fait découvrir tout au long de cette émission. Il y a des solutions, il y a des possibilités. Oui, heureusement qu'il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont déjà en place. Il y a des solutions à venir via la recherche. Alors, on ne va pas forcément être d'accord sur les axes de recherche. Moi, je pense que sur les variétés, des variétés adaptées au terroir, qui soient beaucoup plus résistantes, plutôt que d'avoir une uniformisation des variétés notamment, mais que ce soit en végétal ou en animal également. On a vu une race de vaches locale tout à l'heure qui joue son rôle. Il est important, plutôt que de continuer à aller vers l'industriel au niveau de l'agriculture, justement revenir sur les territoires d'une façon moderne, d'une façon réfléchie. Ce qui est ennuyeux, l'agriculture biologique existe depuis longtemps. Elle est en train de démontrer plus que jamais qu'elle sait faire. Et par contre, on continue d'aller dire « oui, mais attention, il n'y a pas que l'agriculture biologique ». Il est important de dire qu'il y a l'agriculture biologique qui respecte le travail, parce que l'agriculture biologique est plus pourvoyeuse en emploi.
Ça, c'est indéniable, d'une part. Sur la qualité de l'alimentation, c'est une évidence. La biodiversité, c'est une évidence. Les pollinisateurs, les équilibres entre le sol et ce qui se passe dessus. J'ai bien aimé la citation passer de l'humus à l'humain. Je travaille en lien avec l'association pour la préservation, l'étude et la préservation des sols. On a d'ailleurs un groupe parlementaire là-dessus et qui dit ceci: le sol fait la vie et la vie fait le sol. Revenir à cela. Alors ce sont des formules, mais c'est véritablement faire en sorte que la vie du sol soit préservée et d'une manière équilibrée, de telle sorte qu'on puisse... Parce que les matières organiques ont beaucoup disparu de nos sols. Ça aussi, c'est une vérité. Ouais. Alors comment le reconstituer? La question de la polyculture élevage sur les territoires, je fais partie de ceux qui les défendent à fond parce qu'il y a beaucoup d'avenir derrière cela, plutôt que la monoculture spécialisée. Emmanuel Ducrot, ce recours justement, favoriser la diversité des cultures, ça fait partie justement des pistes qu'il faut explorer? Oui, tout à fait. Quand on parle des insectes et des abeilles notamment, on se rend compte que si elles meurent aussi en masse, c'est parce qu'elles n'ont pas à manger toute l'année. Parce que dans certaines zones, on privilégie certaines cultures. Et quand on fait par exemple du colza à grande échelle, il est vrai que les abeilles, quand la période du colza est terminée, ça leur pose des problèmes. Il y a une chose que je voudrais dire ici, c'est la nécessité de poser des concepts qui dépassent le marketing. La nature, c'est très bien la nature. La nature est formidable. La nature ne nous veut pas de bien. La nature ne nous veut pas de mal non plus. La seule chose que la nature veut, c'est proliférer. La nature a produit le virus Ebola, la tique et le blé. Enfin, le blé, on l'a sélectionné. Et finalement, dire que c'est naturel et c'est bon, c'est un faux ami intellectuel. Le blé peut produire des parasites tout à fait naturels et tout à fait mortels pour l'homme. La deuxième chose que j'aimerais dire, et là, c'est pour aller au-delà du marketing. Acheter bio, c'est très bien. Le bio produit en France est fait selon un cahier des charges qui est sérieux. Quand on est un consommateur et qu'on achète du bio, il faut se poser la question de sa démarche. Qu'est-ce qu'on veut? Acheter du bio qui est produit en Amérique du Sud comme du sucre bio est Emmanuel un délire Ducrot, on est à 2 minutes absolu. de la fin de cette émission. Je voudrais que la parole circule, Philippe Dubief. Non, juste pour indiquer que sur un certain nombre de choses, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, Monsieur Labbé, mais juste en termes d'innovation. Dans l'agriculture conventionnelle, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je l'ai vu dans l'innovation, vous avez passé ce qui se passe sur notre stand à l'Odyssée du végétal que je vous invite à venir au hall de 2. Nous avons aujourd'hui, par exemple, sur la pyrale du maïs, donc nous avons des capsules biodégradables qui nous évitent justement et qui libèrent un insecte qui est finalement le prédateur naturel de la pyrale. Voilà, ce sont des exemples qui sont aujourd'hui utilisés sur plus de 50% des surfaces de maïs. Toutes ces innovations vont se développer. Mais en tout cas, vraiment, je voudrais sortir que ce débat. Il y a du bio, il y a du pas bio. Et que la consommation... rapidement, oui. Oui, alors justement, je crois qu'il faut sortir des concepts et revenir un peu à la réalité. Aujourd'hui, la consommation des Français en produits bio est à 70% de la production 100% française, d'une part. Dans les 30% d'importation, c'est massivement des produits qui, effectivement, ne sont pas faits aujourd'hui sous nos latitudes. Le café, effectivement le sucre, puisque le sucre de betterave n'est pas encore tout à fait prêt en métropole, donc on est encore en train d'importer, effectivement. Donc ça, c'est la première chose. Il faut corriger ces fake news et dire oui, on n'est pas en train du tout d'importer des produits bio. D'ailleurs, on l'a vu dans la restauration collective. Là où il y a déjà beaucoup de produits bio, c'est du bio local à 80%. Donc la réalité, c'est que quand on développe le bio, on développe des marchés et de l'économie locale. Eh bien, merci à vous, Florent Gull. Merci à tous les 6 d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de ce salon ouvert. Tout de suite, vous retrouvez Rebecca Fitoussi, toujours en direct de ce salon international de l'agriculture pour son numéro d'On va plus loin. Elle va parler, Rebecca Fitoussi, des questions européennes et de la PAC. Bonne suite des programmes à tous sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, vous a présenté Salon ouvert.